Jeudi 5 novembre 2020, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. La reprise des activités commerciales à Conakry et à l'intérieur du pays au cœur d'une rencontre entre le ministre du Commerce et les acteurs évoluant dans le secteur. Des mesures sont prises pour sécuriser les lieux de négoce du pays. Nous irons à Mamou, le procès de 36 suspects se poursuit. Ils doivent répondre à plusieurs chefs d'accusation liés aux violences post-électorales dans la ville Carrefour. Enfin, coup de projecteur ce soir sur le ballet national Djoliba, cette autre fierté guinéenne créée il y a 56 ans par le président Ahmed Sékou Touré. Bien que vieillissant, ses membres s'évertuent à enseigner aux plus jeunes l'identité culturelle guinéenne. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition. Le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi. Les membres du gouvernement réunis autour du chef de l'État ont débattu de plusieurs sujets concernant la vie de la nation. Je vous propose de suivre un extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Bernard Tanguilo. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a rappelé ses instructions relatives au respect par les membres du gouvernement des règles administratives leur interdisant l'utilisation informelle de collaborateurs non nommés par décret au détriment de ceux occupant des fonctions officielles dans les différents services de leurs départements respectifs. Le chef de l'État a réitéré son attachement au principe de préférence nationale consacré par la loi relative au contenu local dans l'attribution des marchés publics, en particulier dans le secteur des travaux publics, dans le but d'aider à l'émergence d'entreprises guinéennes dotées de réelles compétences et de solides expériences. Le président de la République a donné des directives claires autour de l'impérieuse nécessité de faire coïncider les orientations de la loi de finances rectificative 2020 ainsi que celle de la loi de finances initiale 2021 avec les engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance à la faveur de la 4e République initiée par le référendum constitutionnel et par le programme du candidat du RPG à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de boucler à la fin de l'année 2020 le programme économique et financier en cours avec le Fonds monétaire international de manière à permettre la mise en place en 2021 d'un nouveau programme ouvrant plus de perspectives à notre pays en augmentant par exemple ses capacités d'endettement et en relevant significativement le plafond d'éligibilité aux prêts non concessionnels. Le gouvernement est appelé à veiller attentivement au respect des critères quantitatifs et aux repères structurels convenus avec le Fonds monétaire international. Le président de la République a instruit le gouvernement d'initier une réflexion et une étude autour d'une plus grande implication de l'État guinéen dans le processus d'importation et de stockage des hydrocarbures compte tenu du caractère éminemment stratégique des produits pétroliers. Le chef de l'État a rappelé l'urgence qui s'attache à l'examen par le gouvernement du projet de loi de programmation militaire et à sa transmission dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale en vue de son adoption et sa mise en vigueur. Le président de la République a invité les membres du Conseil à rationaliser leurs déplacements à l'étranger et à se faire représenter chaque fois que de besoin par notre personnel diplomatique dans le pays concerné par les missions officielles. Les économies en découlant pourraient ainsi être affectées à des secteurs sociaux et à des projets porteurs dans la lutte contre la pauvreté. Le chef de l'État a invité les ministres à tenir régulièrement les conseils du cabinet au niveau de leurs départements respectifs afin d'assurer une meilleure circulation de l'information et une coordination plus efficace des différents services. Le président de la République a vivement encouragé les cadres de l'administration et les membres du gouvernement à s'investir dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage afin de contribuer à la croissance de ces secteurs tout en servant de modèle, inspirant les paysans à s'approprier des pratiques plus modernes. Au titre du 3e point de l'ordre du jour, le Conseil s'est félicité du bon déroulement des opérations de vote du 18 octobre dernier à l'occasion de l'élection présidentielle. Il s'est particulièrement réjoui du calme et de la sérénité qui ont prévalu, un climat à mettre au compte de la maturité du peuple de Guinée et de la qualité de l'organisation de ce scrutin.
Le Conseil a cependant déploré les actes d'incivisme et de violence qui ont suivi l'autoproclamation de victoire d'un des candidats et a encouragé la justice à aller au terme des procédures judiciaires engagées afin d'identifier et de poursuivre devant les tribunaux tous les coupables et commanditaires des crimes et délits qui ont fait de nombreuses victimes et des dégâts matériels considérables. Le Conseil rappelle aux compétiteurs électoraux que seuls les recours judiciaires prévus dans notre législation sont démocratiques et que toute autre forme de revendication électorale est génératrice de conflits et de violences. Le Conseil en appelle à l'esprit de civisme et de tolérance de tous afin que soit préservée la paix et la cohésion sociale pour continuer à faire de la Guinée un îlot de stabilité dans une sous-région trop longtemps agitée par des troubles de tout genre. Avant de lever la séance, M. le Président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres. La reprise des activités commerciales à Conakry et à l'intérieur du pays, le ministre du Commerce et les acteurs évoluant dans le secteur en ont parlé ce matin. Les mesures prises pour sécuriser les lieux de négoce du pays sont-elles rassurantes aux yeux des opérateurs économiques? La réponse est dans ce reportage de Falilou Diallo. En Guinée, les échéances électorales sont souvent marquées par des séries de troubles pendant et après leur déroulement. Une situation qui fait que les opérateurs économiques, notamment les commerçants, sont réticents à reprendre leurs activités. C'est pour échanger, mais surtout rassurer les représentants des acteurs du commerce et l'administration que s'est tenue cette rencontre au ministère du Commerce. Donc il nous a rassuré que les différents marchés seront sécurisés pour la prochaine fois et qu'ensuite il a noté aussi le problème d'accès et il a pris garantie que les marchés, avec son homologue du ministre de la Sécurité, les questions d'accès seront réglées dans le prochain jour. Les commerçants vendent, les prix varient. Tu peux aller dans une boutique, tu trouves un commerçant qui vend le riz à 250 000, l'autre à 245 000, ça dépend. Donc on a des sérieux problèmes. Donc on demande à M. le ministre et l'État guinéen pour venir au secours vraiment de nous aider auprès de la population pour qu'on puisse aider les populations guinéennes. Ainsi, les difficultés et freins à la reprise normale des activités de commerce ont été identifiés et des mesures pour assurer les commerçants quant à la réouverture des boutiques à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, sont envisagées. Il s'est avéré lors de cette rencontre qu'après des interventions diverses, les problèmes ont été classifiés en 4 catégories. Des problèmes de sécurité, des problèmes d'accessibilité, des problèmes d'approvisionnement et des problèmes de prix. Il reste bien entendu que le ministère est en train de travailler avec les opérateurs sur ces questions liées à l'approvisionnement et au prix. L'approvisionnement, il faut préciser que cet approvisionnement consiste, disons, à la mise à disposition des produits du centre principal qui est Madina vers les autres marchés de la capitale. L'approvisionnement n'est pas lié au processus d'importation des denrées. Les denrées existent suffisamment et nous avons des stocks qui peuvent nous couvrir jusqu'au mois de mars 2021. On s'achemine vers la reprise des activités commerciales en Guinée. Acteurs et les cadres de l'administration s'engagent au respect strict des mesures prises pour renforcer la sécurité dans les différents lieux de négoce du pays. Un grand projet électrique sera bientôt lancé à Bofa. Cette zone, vous le savez, devient de plus en plus la nouvelle destination minière. Son électrification présente donc des avantages du point de vue industrialisation, par exemple, d'où ce barrage de 120 MW qui va être lancé sur le fleuve Fatala avec un coût de réalisation estimé à 280 millions de dollars. Alia Kamara. Dans un peu plus d'un mois, la phase pratique du projet Kakara à Bofa va être lancée. Il s'agit d'une production hybride qui va englober le solaire et l'hydroélectrique. La construction de ces 2 centrales va permettre d'électrifier toute la préfecture, conformément à la vision de développement du président Alpha Condé. Cette rencontre
permet de présenter l'étude de faisabilité réalisée sur le terrain. Les attentes des populations bénéficiaires sont grandes. Quand on parle de barrage, le barrage a beaucoup de choses en matière de développement. Parce que le barrage, ça fournit l'électricité et c'est surtout l'ambition ardente de la population, l'électricité. Pour la réalisation de ce rêve, plus de 20 villages vont être déplacés, soit une population de 8400 personnes à reloger. Le groupe Vitage, qui pilote le projet, est actuellement en consultation publique à Bofa pour permettre de faciliter le processus de relocation. Outre l'électrification, l'État prévoit également d'autres programmes de développement. Nous allons pouvoir bénéficier d'une énergie renouvelable à moindre coût, n'est-ce pas, sans pollution de l'environnement. Et cette énergie sera disponible près des sites de production miniers au niveau de Bofa. Comme vous le savez aujourd'hui, qui, à l'instar de Bokim, est une zone minière où l'exploitation de la bauxite se fait intensement et où donc avec l'énergie disponible, il est possible de transformer sur place, n'est-ce pas, cette bauxite. La gestion de l'électricité qui sera ainsi produite va être confiée à EDG. Ce sont les lignes de cette société publique qui vont assurer le transport jusqu'aux zones bénéficiaires. Le projet Kakara, c'est la construction d'une centrale hybride. Une centrale hydroélectrique de 70 MW et une centrale solaire de 50 MW. Le système, le business model qu'on a mis en place avec l'État, c'est de trouver le financement, construire l'infrastructure, exploiter pendant la période de construction qui est 25 ans et rendre l'infrastructure à l'État. Avec le lancement en décembre de ce projet hybride de 120 MW, la Guinée va accroître son parc énergétique. Et le programme Électricité pour tous du président Alpha Condé, même en milieu rural, se concrétise davantage. Dans l'actualité politique, la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance a livré ses conclusions liées aux résultats du scrutin présidentiel du 18 octobre. Face à la presse guinéenne, la COSEG, qui avait déployé plus de 8000 observateurs sur le terrain, a formulé des recommandations pour résoudre le contentieux électoral. Reportage Abdoulaye Ningilande Diallo. L'élection présidentielle du 18 octobre dernier a été pour la Guinée une étape primordiale dans le processus de consolidation de la démocratie. Un rendez-vous qui a permis d'évaluer les programmes de développement et les engagements des candidats dans la promotion de l'état de droit. Au niveau national, la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance a déployé 826 observateurs. Face à la presse, la coalition livre ses conclusions. La COSEG salue le fait qu'en dépit de la tension perspective de violence post-électorale, le scrutin du 18 octobre se soit déroulé dans un climat apaisé. Elle salue le sens de responsabilité et de retenue du peuple de Guinée. La COSEG appelle les citoyens, les candidats, les militants et l'ensemble des acteurs politiques au calme et au respect des normes régissant la programmation des résultats. Elle recommande à toutes les parties prenantes du processus de maintenir un climat de paix en évitant tout discours incendiaire ou actes défiants, tout en privilégiant un esprit de conciliation, de dialogue et de consensus. Par ailleurs, la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance invite les candidats au scrutin à privilégier le dialogue et les voies pacifiques pour résoudre le contentieux électoral. Et puis, les jeunes s'impliquent davantage dans la sensibilisation pour l'unité nationale. En petits groupes réunis en consortium, ils s'engagent tous à rétablir la cohésion sociale après le scrutin présidentiel. Bernard Tonguino. Ils s'engagent dans la sensibilisation de proximité pour le maintien de la paix. Les membres du LEGEPAD, Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique,
font le porte-à-porte pour inviter les citoyens à œuvrer pour la cohésion sociale. Au quartier Yimbaya, plusieurs foyers sont touchés par l'opération de sensibilisation. On a vu que le risque de conflit est élevé, donc les EHPAD a jugé nécessaire de s'impliquer afin de sensibiliser pour cultiver la paix en Guinée, pour que la Guinée devienne un arbre de paix, parce que c'est le seul patrimoine qu'on a en commun. Et personne n'a intérêt à ce que ce pays brille là. Vous n'aurez pas de cas de réticence. Les citoyens et les citoyennes sont compréhensibles dans ce quartier-là. Nous, ce que nous remarquons, il peut y avoir des pagailles ailleurs. Yimbaya, ça ne rentre jamais. Nous sommes conscients. Nous voulons le progrès de ce pays. Cette opération porte-à-porte vise à rétablir la quiétude dans la cité au lendemain du scrutin présidentiel. La campagne devrait toucher l'ensemble des quartiers de la commune de Matoto. C'est l'une des missions principales de la jeunesse, le maintien de la paix, puisque nous sommes la cheville ouvrière du développement de notre pays. Nous devons tout faire pour maintenir la paix dans nos différentes communes. Nous, en tant qu'autorité communale de la jeunesse, nous implorons personnellement pour les soutenir, les encourager dans leurs initiatives qu'ils ont prises pour l'intérêt de la jeunesse, pour le maintien de la paix, la stabilité avant, pendant et après les élections. De la société civile qui regroupe plusieurs jeunes. La structure œuvre pour la promotion de la paix et la démocratie, ainsi que la prévention et la gestion des conflits sociaux. Et puis, suite aux violences enregistrées après les résultats de la présidentielle, quelques ONG et des religieux ont fait des déclarations d'apaisement. Ils appellent tous à la retenue et à la culture de la non-violence. Younoussa Tawel Kamara pour le condenser. La situation sociopolitique actuelle du pays préoccupe tous les Guinéens. C'est le cas des femmes leaders de la Guinée forestière qui appellent les Guinéens à la retenue et au renforcement de la cohésion sociale. Même préoccupation au niveau de l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée. On a dû en Guinée ici, on ne connaît pas la guerre. On ne veut pas que la guerre se fasse dans notre pays là. Tout le monde n'a qu'à rester tranquille. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. On sensibilise nos femmes, nos enfants et nos maris. Tout le monde n'a qu'à rester tranquille. Ce que tu vas gagner dans la vie là, tu vas gagner ça. Nous voudrons dire à la population, aux femmes, de conseiller nos enfants. Nous allons sensibiliser nos maris. Nous demandons de maintenir la paix. La Guinée est une famille. Les Peuls, il n'y a pas de Soussou, ni de Malinké, ni de forestiers. Nous sommes tous unis pour ce pays-là. Nous devons réunir nos enfants. Prenez la paix. L'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée AEMEG suit avec une vive préoccupation la succession des événements politiques en cours dans notre pays, la République de Guinée. Si unanimement, les observateurs nationaux et internationaux qui ont suivi les élections présidentielles du 18 octobre 2020 s'accordent pour dire qu'elles ont été paisibles et l'occasion d'une démonstration de la maturité politique du peuple de Guinée, la suite qui en a été réservée par les acteurs politiques a fait sombrer notre pays dans une série de violences destructrices, tant des biens publics que privés, que des vies humaines, endeuillant de nombreuses familles. L'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous demeurons convaincus que seul le dialogue social, dans un esprit de justice et de paix, permettra de régler nos différends en vue de construire une Guinée qui soit plus unie et plus forte dans la concorde. De son côté, le groupe Agir Afrique fait également une déclaration dans laquelle il condamne les violences enregistrées en cette période post-électorale. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe Afrique condamne avec la dernière énergie les propos de l'Union européenne sur la République de Guinée.
Cette déclaration est nulle et non avenue, car on ne pourrait reprocher à la République de Guinée de n'avoir organisé un scrutin crédible sans tenir compte que ce pays est indépendant, souverain et guidé par un idéal démocratique. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique pense que l'Union européenne devait encourager la République de Guinée dans son élan démocratique plutôt que de prendre des positions contrastées. Cette période post-électorale émaillée de violence à Mamou, le procès des 36 suspects se poursuit au tribunal de première instance de cette ville. Ils sont accusés de coups et blessures, de détention illégale d'armes à feu et de destruction d'édifices publics et privés au lendemain des résultats provisoires de la présidentielle. Compte rendu Mamadou Paté Baldé. Depuis la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 par la CENI, Mamou a enregistré des violents affrontements qui ont causé des dégâts matériels importants. Durant ces manifestations, boutiques et magasins sont restés fermés tandis que la circulation est paralysée. Face à l'ampleur de ces violences, de nombreux blessés ont été enregistrés dans les rangs des jeunes en colère et des forces de l'ordre et plusieurs fusils de chasse et d'armes à feu ont été saisis dans les mains de certains manifestants. Au total, 36 suspects, dont 4 femmes, ont été interpellés dans les quartiers Tambassa, Kengol, Madina Siri, Lopé, Pétel, Serre, Sabou, Horefello, Abattoir, aussi dans les districts de Kendouma et Tamagali. Ils ont été tous entendus sur procès verbal. Déférés à notre parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt après notification des chefs de poursuite. En application des dispositions des articles 63 et 114 du Code de procédure pénale, la cause des 35 a été orientée en procédure de flagrant délit. Ils doivent tous répondre des faits de coups et blessures et violences volontaires, destruction d'édifices et d'installations publiques et privées, ainsi que des biens mobiliers, atteinte à la sécurité publique, vol et entrave à la libre circulation sur la voie publique. Certains détenus sont accusés de détention illégale d'armes à feu, d'assassinat, coups et blessures et violences à l'endroit des agents de force de l'ordre. Actuellement, la plupart des victimes bénéficient des soins médicaux dans certaines structures sanitaires du pays. Ces faits sont prévus et punis par les articles 523, 239, 240, 241, 373, 561 et 990 du Code pénal. Il y a un des suspects qui a carrément ouvert le feu sur les agents des forces de l'ordre à Kendouma à l'aide d'un fusil calibre 12 qu'il détenait. Il a été immédiatement interpellé avec le dit fusil et l'affaire ayant fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire conformément aux dispositions des articles 142 et 235 du Code de procédure pénale, il a été inculpé pour tentative d'assassinat, fait prévu et puni par les articles 18 et 208 du Code pénal et placé sous mandat de dépôt. Le fusil a fait l'objet de scellé au greffe du tribunal de ce siège. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou fonde l'espoir sur une franche collaboration avec les citoyens afin de fournir aux organes de police judiciaire ainsi qu'au parquet de Mamou des informations utiles pour faire avancer les enquêtes en cours en vue de traquer tout ce qui de près ou de loin sème la terreur et la désolation dans la cité. Il n'y a pas de recrutement de nouveaux agents à la douane guinéenne comme le font croire des rumeurs actuelles. Certains individus mal intentionnés s'en sont servis pour soutirer de l'argent à des honnêtes citoyens, une pratique qualifiée de faux et d'usage de faux par le directeur général des douanes guinéennes. Général Toumani Sangaré apporte un démenti catégorique à ces mensonges et parle de sanctions sévères contre ces faussaires. Il est au micro de notre Isidore Gononananamou de Tunkarata. Il n'y a jamais eu d'avis de recrutement à la douane depuis quelques années. Donc c'est des fausses nouvelles qui circulent à travers le pays. Il y a certains qui m'ont appelé de l'intérieur, je leur ai dit que ce n'est pas vrai. Il y a un groupe d'arnaqueurs qui est en train de passer les messages pour soutirer de l'argent aux pauvres populations. Donc il n'y a pas de recrutement en douane. Alors, quand on sera prêt pour le recrutement à la douane, nous allons écrire à travers le ministre du Budget à la fonction publique. Donc, le ministère de la fonction publique, au même titre que les autres recrutements,
va lancer un avis de recrutement à la fonction publique pour le compte de la douane. Et ça, cet avis sera fait officiellement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de recrutement en douane. Les rumeurs qui circulent, c'est des fausses rumeurs. Alors nous avons communiqué ça aussi à la brigade, au service de lutte contre les grandes criminalités. On a également saisi la police judiciaire et je pense qu'ils sont en train de les rechercher parce qu'à chaque fois qu'ils appellent quelqu'un, ils lui disent il faut verser tel montant sur tel compte Orange Monnaie. Donc les numéros qu'ils ont donnés, certains ont pu quand même récupérer ces numéros-là. On nous a communiqué ça et je pense que les services compétents feront leur travail. À l'actualité toujours, les responsables du centre aide aux enfants déshérités sont désemparés. Ils sont sommés de quitter la maison appartenant à un privé qui sert d'accueil à plus d'une centaine d'enfants de la rue recueillis et formés au métier depuis 2015. Le fondateur tire la sonnette d'alarme et demande l'aide des autorités et des personnes de bonne volonté. Reportage Mounir Bari, Fatimatou Diallo. Hier dans la rue, aujourd'hui, ils sont accueillis, nourris, éduqués et formés pour exercer un métier. Très tôt ce matin, du 4 novembre 2020, la vie d'une cinquantaine d'enfants déshérités bascule de nouveau. Ils viennent d'être expulsés de leur abri. Au nombre de 52 orphelins et enfants de la rue, ils ont séjourné ici depuis 5 ans. Déboussolé, le fondateur de ce centre d'accueil tire la sonnette d'alarme. Ici, on n'est pas sorti ici, on n'est pas nous faire sortir ici puisqu'on ne gagne pas de loyer. Ils vont nous faire sortir ici puisqu'ils veulent, les personnes, les propriétaires d'ici veulent renouveler leur maison. Ils ont même payé des tôles de matériel, ils ont envoyé pour renouveler leur maison. Avant-hier, on m'a appelé, on m'a dit de les rendre les clés puisqu'ils veulent travailler. Donc, ça n'appartient pas à nous. Maintenant, on demande de l'État guinéen et de tous les bons volontaires de nous venir en secours pour nous aider à avoir un endroit là où tous ces enfants-là vont rester. Déjà, depuis sa fondation en 2015, ce centre œuvre en faveur des enfants de la rue. Les autorités et autres personnes de bonne volonté avaient tous joué leur partition dans le cadre de la protection et de la promotion de ces enfants vulnérables. Des gestes humanitaires qui ont permis de scolariser certains et d'autres à apprendre des métiers. Une façon de faciliter la réinsertion socio-professionnelle et de lutter contre la délinquance juvénile. On va quitter ici aujourd'hui, on n'est pas trouvé où on dort là sur l'atelier là-bas, on va dormir dehors. Si on vient le matin, on va partir travailler, juste ça, on va voir où on va dormir. Depuis 4 jours comme ça, je ne dors pas, puisque avec tous ces enfants que vous voyez ici, ils n'ont pas là où aller. C'est des enfants que j'ai pris, certains même au bord de la route, certains j'ai pris au gare routière, certains leur papa est décédé, ils sont allés avec leur maman n'a pas la moyenne. Donc j'ai des enfants ici que je ne connais aucun de leurs parents. Plus de 3 ans ils sont avec moi ici, je ne connais aucun de leurs parents. Donc même avant-hier, on a reçu un enfant ici. Et on ne connaît aucun de leurs parents, c'est quelqu'un qui l'a vu au quartier, l'a envoyé. On a lancé un appel pour trouver que leurs parents, un petit de 3 ans. En attendant l'implication des autorités et des bonnes volontés, ces orphelins restent sans abri et pourraient dormir à la belle étoile, comme le montrent ces matelas. Ce communiqué du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. L'ouverture des classes au compte de l'année scolaire 2020-2021 pour les écoles publiques et privées est prévue comme suit. Les classes de 2e année et de 3e année ouvrent le lundi 9 novembre 2020. Les classes de première année ouvrent le lundi 16 novembre 2020. Les autorités à tous les niveaux du système d'enseignement technique et de la formation professionnelle, publique et privée, sont invitées à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution du présent communiqué signé la ministre Mme Zénab Drami. Page culture de ce journal, ce soir, coup de projecteur sur le ballet national Djoliba, créé en 1964 par le président Feu Ahmed Sékou Touré et Henri Belafonte. Ce ballet avait en son sein les meilleurs de tous les artistes guinéens, musiciens, chanteurs et danseurs y compris. Une fierté nationale qui, 56 ans après sa création, reste et demeure toujours active. Aujourd'hui, l'équipe rajeunie va à la rencontre des plus jeunes dans nos écoles pour parler de l'identité culturelle guinéenne. Mohamed Trois Camara.
La maison des jeunes de Dixinport, un centre de répétition artistique. Comme chaque jour, le groupe Ballet National du Liban cherche sa perfection. Ce groupe musical est créé en 1964 par l'Afro-Américain Henri Belafonte. Les premières répétitions ont eu lieu à Sékou Touré sous les auspices du feu président Ahmed Sékou Touré, président d'alors. Ensuite, le groupe se rend sur les îles de l'Os pour 6 mois, en apprenant ainsi l'ensemble des notes du répertoire des ballets africains. D'autres nouveaux numéros ont été réalisés, notamment Sérénade des Vierges, réalisé par Feu Elassia Kassila, réalisateur et chef de la programmation à la télévision nationale. Aujourd'hui, le ballet national du Liban se porte très bien. Et nous avons réussi non seulement à discipliner les gens au sein du groupe, mais nous avons également rétabli les relations entre les anciens qui ne sont plus du Yoriba et nous. Si bien que chaque fois que nous avons des créations, des événements, nous faisons appel à ces anciens-là. Ils viennent, ils nous assistent, ils le conseillent. Et vraiment, c'est bon. Depuis 1964, donc, le ballet national du Liban fait la fierté de la Guinée. C'est aussi grâce à ce ballet que notre pays a eu sa télévision nationale en 1977 à l'occasion de l'an 3 de la révolution libyenne avec le colonel Muammar el-Kadhafi. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 53 artistes. Le département de studio n'a pas de problème, surtout que nous avons une directrice qui est chargée de l'office des ensembles nationaux. Moi qui par coïncidence est une de mes anciennes artistes, Magas, on s'entend parfaitement bien. Au niveau du département aussi, il n'y a pas de problème. Suite à la création du Ballet National du Liban, plusieurs directeurs artistiques se sont succédés. Entre autres, Henri Belafonte, Frankis Magloire Camara, Kumbassa, Ansuman Guessira Kondé et aujourd'hui Moussa Célestin Camara. L'ambition de cette icône, faire connaître cette fierté nationale à la nouvelle génération. Il faut trouver un moyen de locomotion pour permettre au ballet d'effectuer une fois par an une tournée à l'intérieur du pays. Parce que c'est un ensemble national. Il faut que l'intérieur du pays connaisse cet ensemble. Et ensuite, n'eût été la pandémie là, cette année nous avions au programme le passage du ballet dans un certain nombre d'établissements scolaires et universitaires de Conakry, puisque ces jeunes-là ne connaissent plus les ensembles artistiques nationaux. Cela pourrait permettre à cette génération de servir d'ambassadeur pour les futurs cadres de notre mère patrie, la Guinée. Le ballet national Djoliba, une véritable institution culturelle, tout comme les ballets africains de Guinée auxquels appartenait Jeanne Macaulay, un monument du théâtre guinéen qui s'est définitivement couché ce jeudi 5 novembre. Jeanne Macaulay n'est plus, elle est décédée à l'âge de 75 ans à son domicile de Donka. Jeanne Macaulay était membre des ballets africains, fondatrice du théâtre pour enfants et du ballet Sanké, membre du Conseil économique et social. Elle nous quitte en laissant derrière elle 2 garçons. Voilà, paix à l'âme de Jeanne Macaulay. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon